Bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre. Eh bien, nous sommes ici au siège du GIGN, l'unité d'élite de la Gendarmerie nationale. Avec Pascal, nous allons vous présenter une personnalité, une personne qui a beaucoup compté ici au GIGN. Il l'a commandé 2 fois et c'est historique, le GIGN. Vous venez avec nous? Allez, on y va. Tu viens, Pascal? T'es prêt? Bonjour, bonjour Denis. C'est très plaisir. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Au GIGN. On est au musée, hein, c'est ça là? On est au musée, Ouais. tu peux voir quelques-unes des pièces qui vont ponctuer les opérations de l'unité. Ouais. Devant toi, des armes qui ont été utilisées sur l'opération de Marignane, c'était en 1994. Dont on va parler. Très bien. Donc, On y va. Merci. Denis Faville, voilà, vous le reconnaissez peut-être, en tout cas vous le rencontrez peut-être pour la première fois de visu. On dit mon général, c'est ça? quand on est une dame, on dit général, normalement. Général, d'accord, mais on va se dire tu, Voilà, parce c'est facile. qu'on se connaît, voilà. Merci en tous les cas pour ce temps accordé. Patron du GIGN de 92 à 97, de 2007 à 2011. Puis directeur général de la Gendarmerie nationale de 2013 à 2016, c'est ça? C'est ça. Voilà. Sacrée carrière, pour 4 lettres, GIGN. Ça dit quoi, GIGN, pour toi? Ce sont 4 lettres qui sont connues dans le monde entier, mais c'est un mot important, mais qui est imprononçable en tant que tel. Il n'est prononçable ou il n'est entendable que lorsqu'on prononce chacune des lettres. Ouais. Derrière ces 4 lettres, il y a un engagement humain extrêmement fort. Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Ouais. Alors, tu as quitté le GIGN il y a quelques années. Quand on remet les pieds ici, est-ce qu'on se sent encore de la maison, de la famille? En fait, la devise du GIGN, du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, c'est s'engager pour la vie. Donc forcément, quand on revient ici, quand on revient dans ces murs, qui sont les locaux historiques de l'unité, des locaux d'où on est parti en mission, des locaux où on est revenu après les missions, des locaux où on a connu des drames, où on a accompagné des camarades et des familles qui étaient dans la douleur. Donc ce sont des locaux qui nous marquent. Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on revient dans ces murs. Donc aujourd'hui, tu as quitté la gendarmerie, mais on reste gendarme, j'imagine, dans l'âme. Il est où, le petit Denis Favier, qui avait 10 ans? Quand j'étais enfant, j'étais déjà marqué par ce souci de m'engager en termes opérationnels, dans un souci d'intérêt général pour mon pays. Du fait de ton papa? Oui, du fait de la trajectoire familiale, de mon père qui lui-même était militaire. Et moi, j'ai toujours eu ça, chevillé au corps, cet engagement d'ordre opérationnel pour mon pays et pour mes concitoyens. Et ça, c'est ma matrice en quelque sorte. Et ça a guidé toute ma vocation, je dirais, enfant. Et j'ai voulu rentrer dans ce métier qui est le métier des armes, très jeune. Et ça a permis de donner du sens à ma vie. Tu parles de la devise, s'engager pour la vie. Avant 2014, c'était sauver des vies au mépris de la sienne. Oui, je préfère nettement la deuxième, s'engager pour la vie avec un P majuscule, c'est la vie que l'on va sauver, la vie qu'on va préserver, la vie, la sienne aussi. La première devise, elle était plus étonnante en fin de compte, au mépris de sa propre vie. Non, il n'y a pas d'engagement au mépris de sa propre vie. Ouais. Alors le GIGN et notamment toi-même, puisque tu étais là à cette époque, la prise d'otage sur le tarmac de l'aéroport de Marignane-Marseille en 1994. C'était plus tard en 2015 pour l'arrestation et la mort des 2 frères Kouachi qui avaient provoqué l'attentat de Charlie Hebdo. On parle de la vie, mais évidemment, son corollaire, c'est la mort. Et évidemment, quand on repense à ces assauts-là, on ne peut pas ne pas penser à la mort. Bien sûr, elle est présente. Des camarades ont été blessés, certains sont morts en opération, et c'est quelque chose qui reste toujours un traumatisme extrêmement fort et que l'on gère dans cette unité en collectif. La force de l'unité, c'est d'avoir un collectif très très puissant et qui permet, dans les situations dramatiques qu'on côtoie, eh bien, de forger une âme et de soutenir ceux qui pourraient être confrontés à la mort.
Tu as eu la frousse de mourir? En fait, en opération, on peut avoir peur. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. La peur, elle est structurante, elle peut aider. Le fait d'avoir peur en opération, ça permet d'analyser les facteurs de fragilité dans la prise de décision qu'on pourrait avoir. Et donc la peur, moi, je pense que c'est une bonne alliée, parce qu'elle nous conduit à aller au plus loin dans la réflexion. Ce qui serait dangereux, ce serait de ne pas avoir peur en opération, en tout cas sur les opérations qu'on conduit, qui sont des opérations de nature contre-terroriste extrêmement engagée face à un adversaire qui est très déterminé, où justement la question qui se pose, c'est une question de vie et de mort. Et donc la peur, elle fait partie, bien sûr, de l'opération. Et cette fraction de seconde, justement, où on a peur, où on doit y aller, on pense à quoi? Est-ce qu'on pense ou pas? En fait, on n'a pas trop le temps de penser. Ce qui anime l'unité, c'est le sens aussi de l'engagement, le sens de la mission. Quand on est dans une situation de prise d'otage, où la vie de 170 personnes se joue et que leur survie dépend de la puissance de notre engagement, eh bien, on est dans une logique de mission. Il faut remplir la mission, il faut aller au contact, il faut mettre un terme à la situation de crise, il faut sauver la vie des gens qui sont retenus en otage. Il vient d'où ce don? Ce don de soi, cet amour des autres, j'imagine, en ces temps un peu compliqués? Je pense qu'il y a forcément, chez chacun des membres de l'unité, il y a des qualités propres qui sont, bien sûr, hors normes. Les qualités physiques, mais la différence, elle ne se fait pas là. Les qualités éthiques aussi, les qualités de morale qui permettent de ne jamais lâcher, de s'engager pour aller au plus loin. Des qualités de respect de la vie. J'aime beaucoup cette citation de Montesquieu, qui dit que pour faire des grandes choses, il n'est pas nécessaire d'être un si grand génie. Il n'est pas nécessaire d'être au-dessus des gens. Il faut être avec les gens. Et c'est vraiment valable au GIGN. Si on veut enlever les grandes décisions, le patron ne peut pas ne pas être avec ses hommes. Et c'est comme ça qu'on fait des grandes choses. À l'heure où il est facile de crier fort, de gueuler même pour se faire entendre et revendiquer ce qu'on souhaite, on a aujourd'hui, face à vous, vous avez un homme qui parle très doucement, avec une autorité tout de même naturelle. La question que je me pose, c'est quoi être chef aujourd'hui? Ce qui fait la différence dans les chefs, c'est cette capacité à peut-être un peu voir un peu plus loin et puis à garder un cap. C'est ça qui est important. Le chef, il doit être proche de ses hommes. Et avant tout, il doit aimer ses hommes. Un chef qui n'aimerait pas ses hommes, eh bien, vraiment, d'un amour très très fort, eh bien, ne pourrait pas commander dans une unité comme celle-ci. Alors l'amour, d'accord, mais du coup, la famille, c'est laquelle? Non, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Bien sûr, la famille professionnelle, qui est celle qui nous occupe pleinement. Cette famille professionnelle eh bien, permet à celui qui y sert de s'épanouir, et il va s'épanouir dans cette famille si vraiment derrière lui il y a un soutien qui est un soutien fort, sinon c'est très difficile. Quand on a évoqué cette rencontre tous les deux, je t'ai dit que ce serait autour des mots, MOTS, et tu m'as très naturellement parlé des mots MAUX. Oui. Pourquoi ça t'a évoqué? Parce que moi j'ai passé ma vie globalement à gérer des mots MAUX, et je me rends compte qu'il faut des gens, des unités qui se mettent au service de la société pour atténuer les maux que cette société peut connaître. Alors les mots, MOTS, ça c'est aussi c'est important. Quel est le mot que tu préfères, qui te correspond le mieux? Je pense que le mot engagement, c'est sans doute celui qui, c'est un peu prétentieux de le dire, mais c'est peut-être celui qui me vient le premier à l'esprit en réponse à ta question. Le mot que tu détestes entendre ou dire? Alors le mot que je déteste, incontestablement, c'est jamais, ou impossible. C'est des choses qui me semblent hors de ma compréhension lexicale. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible, et le mot jamais, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Si on intégrait ce mot comme possible dans le vocabulaire, alors, sur les opérations les plus dures, on n'enlèverait pas les décisions. Alors, sur Marignane, on ne serait pas allé à l'assaut, parce qu'effectivement, si on raisonne à froid, c'est impossible. Et donc, ce sont des mots qui existent, que j'utilise peu, et je ne m'en satisfais pas. Je veux savoir ce qu'il y a derrière.
Tu n'as jamais été déçu? Si, déçu, si, j'ai été déçu en opération, j'ai, comme tout le monde, connu des échecs, mais les échecs font partie aussi de la vie, il faut savoir les assumer, oui, j'ai eu des déceptions en opération, sur des opérations qui ne sont pas forcément des opérations de très grande envergure, mais qui m'ont quand même affecté. Et puis j'ai forcément, comme tout le monde, connu des trahisons de ceux qu'on pouvait aimer, puis qui un jour, par un signe de faiblesse, se sont montrés moins présents qu'on l'aurait souhaité. Et tu leur en veux? Non, je n'en Non. veux pas, parce que je crois que les choses sont à mettre dans leur contexte. Je pense que les gens sont naturellement bons, peut-être cette naïveté de le croire. Je pardonne, mais je n'oublie pas non plus que c'est ce qui s'est passé. La vie est vive. La vie donne et reprend. Oui. Évidemment, et je t'ai posé la question en amont de cette interview, un prénom, Jérôme. Jérôme, c'est mon fils, ouais, décédé le 1er juillet 2022, capitaine au GIGN. Donc, quand je parlais d'engagement pour la vie, c'est aussi ça. Mon fils choisit de servir comme officier dans cette unité parce qu'il a vécu ici une partie de son enfance. Et donc, c'était aussi le sens de son engagement. Et donc, la vie, elle est aussi, elle prend, elle reprend. C'est extrêmement dur à vivre, mais il faut continuer à avancer. Est-ce que tu regrettes qu'il ait pris le même chemin que le tien? C'est une question extrêmement délicate. Et la douleur est très très présente et les faits sont très récents pour qu'il y ait assez de recul pour bien analyser les choses. Je m'interroge, c'est une double peine pour moi. Il y a la peine du père qui a perdu son fils, et cette peine-là, elle est doublée par la peine de l'homme qui voit son fils choisir la même voie que la sienne. Donc c'est quelque chose qui travaille naturellement. Et donc je suis dans cette phase d'analyse, de réflexion. 33 ans. 33 ans, il avait 33 ans, il était marié, il avait 3 enfants. La vie continue, toujours, malgré tout. Et quelquefois, la musique peut t'apaiser. Est-ce que, avant une intervention, est-ce qu'après une intervention, il y a une chanson, une musique qui te fait grand bien? Alors, oui, moi j'écoute, comme tout le monde, de la musique, et ma playlist te surprendrait. Ben, j'adorerais la connaître. on va la faire passer là. Oui, oui. Alors si je devais vraiment, quand j'ai besoin de calme, de me détendre, oui, il y a des chansons qui reviennent. Je propose d'écouter The Dire Straits, Brothers, In Arms, c'est ouais. quand même quelque chose. C'est un moment qui est extraordinaire. Ouais. D'écouter un soir d'été, Ouais. ou à tout moment de l'année d'ailleurs, Ouais. c'est quand même quelque chose qui m'embarque. Et cette musique-là, je l'avais partagée avec mon fils. C'est étonnant, un jour, en trajet en voiture, sur un trajet long, on avait échangé. En plus, pour nous, Brothers in Arms, Bien sûr. ça a du sens. Ouais. Et donc oui, il y a cette musique-là, entre autres. Chez Dire Straits, on peut trouver aussi Sultan of Swing, qui est quand même aussi un moment qui est extrêmement, un morceau qui est extrêmement intéressant. Rock aussi? Ah oui, on peut trouver, oui, bien sûr. Alors, un morceau, une reprise de Simon and Garfunkel, Ouais. Sound of Silence, Ouais. mais par un groupe qui est assez rock, qui s'appelle Disturbed. C'est assez trash, mais la reprise est assez extraordinaire, et il faut Alors on l'entendra puisque Pascal ira chercher dans ses archives et on la mettra. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach you. Et Phil Collins, Ah oui. On the Air Tonight, avec le morceau de batterie. À 3 minutes 33, je propose de l'écouter. Ok, 3 minutes 33, on l'entendra. Ton livre de chevet. Le dernier livre, actuellement, Sylvain Tesson. J'aime bien. Notion d'aventure. De risque aussi. Oui, aussi, d'exposition au risque,
J'aime bien. J'ai bien aimé Sur les chemins noirs, d'ailleurs, qui est transposé au cinéma actuellement. Ouais, Les Résiliens, avec Jean Dujardin. La Panthère des Neiges, oui, c'est des livres que j'ai bien appréciés. Ça m'a donné envie de relire Kessel. J'ai relu Kessel récemment. Comme mon dernier livre, c'est Le coup de grâce de Joseph Kessel. Tu as écrit également un livre Oui, mais des livres à techniques. 4 mains, voilà. C'est important, tu as été instructeur aussi. Oui. C'est important de transmettre la transmission. Oui, je pense, oui. Je pense que quand on arrive à la dernière partie de sa vie, il est important de redonner ce qu'on a pu connaître. Et c'est important de le mettre par écrit, parce que bien sûr, on a des idées en tête, mais les coucher sur papier, c'est autre chose. Ça permet de clarifier son discours, de clarifier ses idées, de savoir vraiment ce que l'on veut dire, de ciseler son langage, et c'est extrêmement important. Alors tu parles de fin de vie, on n'y est pas encore. Quel serait ton épitaphe? Il faut plutôt demander ça à ceux qui me connaissent bien. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Servir, engagement. C'est un peu le sens de notre engagement, de faire en sorte que les choses aillent mieux. Et spécialement maintenant, quand on regarde l'état de notre pays, moi je suis assez angoissé par rapport à ça. Quand je vois cette situation de chaos, je suis mal avec ça. Et moi, ce que je voudrais passer comme message vers tous ces jeunes qui sont pleins de qualités mais qui cherchent des repères, c'est ça, c'est que quand on se situe sur le terrain de la cause générale, eh bien, on peut avoir de vrais projets. Peut-être que ça donnera des vocations en tous les cas. J'espère, oui. Alors on se quittera avec un moins joli mot, puisque j'aimerais connaître ton gros mot préféré. Une insulte qui n'en est pas une, mais que je sais, qui est mal vécue chaque fois que j'utilise, c'est quand je dis à quelqu'un qu'il est un nain de jardin. Un nain de jardin. C'est vexant, paraît-il. Il faut l'utiliser, mais c'est vrai, ça veut dire que quand je dis ça, c'est qu'on n'est pas au rendez-vous des objectifs qu'on s'était assignés. Donc pas de nain de jardin, j'espère. Pas de nain de jardin. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci beaucoup et je te souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, Merci, encore Dominique. à venir. À bientôt. Merci.